Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. La frontière franco-belge près de Charleville. La Meuse, des collines, des bois où l'on chasse le sanglier. Un pays sauvage, réputé impénétrable. C'est pourtant par ici qu'en 1940, les chars d'Hitler sont passés. Contre toutes les prévisions, bien sûr. On les attendait partout ailleurs, mais pas là. Dans un tournant de la route, un camion ralentit. Un homme en profite. Il ouvre la portière, saute en marche, roule comme un ballon dans le fossé, se relève, s'enfuit. Il court à travers champs. Le camion a continué de rouler. Mais il ne va pas loin, il se heurte à un barrage de la gendarmerie française. Son chauffeur, un noir américain, reconnaît avoir pris en autostop un passager en sortant de Belgique. Celui-ci, soudain, sans explication, vient de lui fausser compagnie. Une heure plus tard, le chien policier Chèque débusque le fuyard dans le bois de la loge. Nous sommes au début de mai 1956, un beau jour de printemps. Il y a des bourgeons aux arbres, de tendres feuillages, du muguet. L'adjudant-chef Pierrard crie « Haut les mains !» La chasse à l'homme dure depuis 8 jours. Gendarmes, douaniers, policiers français et belges recherchent un déserteur du 401e régiment d'artillerie, Yves Gamonnet. Celui-ci lève les bras. Il sourit. C'est un jeune homme vêtu d'un complet prince de Galles. Un complet couvert de boue fripé, mais élégant. Yves Gamonnet porte une balafre à la joue droite. Yves, le balafret, se rend. Le voilà prisonnier. Yves le Balafré, 15 jours avant sa capture par les gendarmes de Charleville, un samedi soir, entre dans un dancing des bords de la Marne dans la banlieue parisienne, le dancing Mon Désir, à Draveil. Il est accompagné de son copain Titi et de toute une bande de garçons rencontrés au Café des Sports à Villejuif. Il y a là Blondinet, Angelot, Guillemet, un Algérien nommé Ali Amara. Des noms qu'on dirait inventés pour séduire les filles. Ce sont pourtant leurs vrais noms, ceux qui sont écrits sur leur carte d'identité. Oh, les filles, ça ne manque pas le samedi soir au dancing Mon Désir. Des jeunes filles comme il faut, pour la plupart des ouvrières et des employés de bureau qui habitent cette banlieue pleine de charme, avec ses arbres penchés au bord de l'eau, des petits bistrots où l'on mange de la friture, ses guinguettes où fleurit l'accordéon. Tiens, Paulette. Ali, comment vas-tu? Et toi? Comme ça, on fait aller. Paulette, ce samedi soir du 21 avril, un sacré cafard et ne veut pas trop le montrer. Ali Amara est un de ses bons copains. Il sait qu'elle souffre d'un chagrin d'amour. Son fiancé Gaston vient de la quitter. Ali prend Paulette par la main, l'entraîne sur la piste. Viens, on va danser. 5 minutes dans les bras de quelqu'un qu'on aime bien, sans penser à mal. Cela aide à oublier. Surtout quand on adore la musique comme Paulette. Mais il ne faut pas que la chanson jouée par l'orchestre soit chantée et que ses paroles rappellent que l'amour rend parfois malheureux. Yves le Balafré lui a invité Alice, l'amie qu'accompagne Paulette. Les autres se sont assis en serrant les tables pour que tout le monde soit ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. Et d'ailleurs, ce soir-là, on ne pense qu'à rire, à danser avec de jolies filles. Et si un flirt s'engage, eh bien, tant mieux. Paulette porte un corsage blanc, une jupe noire. Elle a laissé sur sa chaise sa veste à damier vert. « Vous avez une jolie veste ?»
lui dit Yves le Balafré. Quand la danse terminée, tout le groupe est à nouveau attablé. Vous êtes brune? Et le verre vous va bien? Paulette ne répond rien, mais elle aussi a remarqué comment Yves était habillé. Un complet neuf, au revers à la mode, une chemise de soie, cravate et pochette assorties. Elle le trouve beau garçon. Et lui, les brunes avec des yeux en amande, la taille fine et les jambes élancées, ça ne lui déplaît pas. Les prochaines danses, Paulette ne sera plus dans les bras de son copain Ali, mais dans ceux d'Yves le Balafré. À cette balafre que son cavalier porte sur la joue la fascine. D'abord, elle n'ose pas lui en parler. Puis les heures passent. Il semble qu'on se connaît maintenant depuis toujours. Alors elle risque une question. Comment avez-vous attrapé ça? Dans une bagarre? Ou pas du tout. C'est en jouant quand j'étais gosse. Ben dites donc, vous deviez jouer à drôle de jeu. Oh, j'avais un copain à l'école, on ne se quittait pas. Un jour, on a voulu fabriquer un truc qui explose, histoire de s'amuser, quoi. Alors on a mis du carbure dans une bouteille, on l'a rempli d'eau. Malheureusement, l'explosion est arrivée un peu vite. Oh, c'était pas bien méchant. Pourtant, voilà. Ben dites donc, un éclat de verre m'a coupé la joue. On me dit que ça me va bien. C'est vrai. Cette balafre lui donne un air pas comme les autres. Il ressemble à un corsaire, à un pirate. On dirait une vedette de cinéma. On sait bien que le cinéma, c'est pas vrai. Et puis, il s'est blessé en jouant, alors c'est rassurant. Voilà ce que pense Paulette, qui ne quitte plus Yves de toute la soirée. Et si elle ne le quitte plus, ce n'est pas seulement parce qu'il lui plaît, c'est pour oublier l'autre, Gaston, son ancien amoureux. Après avoir dansé à Montdésir, on change de décor. On va, toujours en bande, chez Madame Bourdiol à Athis-Mons, puis aux Acacias à Savigny-sur-Orge. Yves et son copain Titi ont chacun une voiture. C'est facile, tout le monde s'entasse dedans, c'est la tournée des Grands-Ducs. À l'aube, quand les Acacias ferment, Yves propose de raccompagner Paulette. Celle-ci accepte. Tandis qu'elle monte dans l'auto, Ali Amara crie « Yves, fais pas l'idiot, hein? Je te la confie. C'est une copine. T'en fais pas. Allez, à demain midi au Café des Sports. » Le lendemain matin, à Choisy-le-Roi, dans un pavillon, la famille de Paulette, son père et ses 4 sœurs s'inquiètent. Paulette n'est pas rentrée. Jamais elle n'a découché. Depuis la mort de leur mère, c'est elle, avec Janine, l'aînée, qui s'occupe de la maison, des autres enfants. Paulette est une fille sérieuse. Son père le sait. Il va au commissariat. « Une fugue? Ma fille !»« Impossible, monsieur le commissaire. » On ne le croit pas. D'autant que les autres, Alice et les copains, ont vu Paulette partir avec Yves. Et ils le disent. On attend 5 jours. Autant dire un siècle. Pas de nouvelles de Paulette, ni à la maison, ni à la verrerie où elle travaille à vue de la République et où le chef du personnel la considère comme une employée modèle. Il lui est sûrement arrivé un accident. Un accident de voiture peut-être, car Yves non plus n'a pas reparu. Il n'est pas venu au rendez-vous du Café des Sports. Mais aucun accident n'a été signalé à la police. Alors, le père de Paulette en vient à souhaiter que le printemps ait tourné la tête aux 2 jeunes gens et qu'ils soient tout simplement au soleil sur la Côte d'Azur. Le 5e jour, c'est un jeudi. Monsieur Bargue, le gérant de la plage des Champs-Rigny sur la Marne, s'affaire en prévision des beaux jours. Dimanche déjà, si la météo est bonne, il y aura du monde. Quand près du ponton, dans l'eau, il aperçoit quelque chose. On dirait un animal. Mais non. C'est un noyé. C'est pas possible. Mais si. Et c'est une femme. Oh, encore une désespérée. Le soir, à la morgue, Janine, la sœur aînée de Paulette, doit avoir le courage de venir identifier le cadavre.
Paulette a été jetée dans la Marne après avoir été abattue d'un coup de revolver. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. L'inspecteur principal Ferrière, chargé de l'enquête concernant le meurtre de Paulette, interroge ses amis, sauf Yves, bien sûr, qui a disparu. Yves ? Oh, je l'ai connu au Café des Sports, déclare Ali. Il m'a offert un verre. Il m'a pas dit son nom. Le samedi soir, j'avais rendez-vous avec les copains, nous voulions aller au bal, mais nous ne savions pas comment nous y rendre. Comme Yves avait une voiture, il nous a proposé de nous emmener. Il nous paraissait très correct. Le patron du Café des Sports confirme, mais avec une certaine réticence. Quelque chose m'a semblé bizarre. Ce type, il payait à boire à tout le monde, et il était plutôt large sur le pourboire. Qu'est-ce qu'il avait comme pognon ? Puis il ne buvait que du Porto. Et physiquement, comment était-il ? Oh, sapé comme un prince. Ça, il avait l'air vraiment de quelqu'un de très bien. À part peut-être la balafre qu'il avait sur la joue. Un balafré ? Voilà ce qu'il fallait dire tout de suite. Au fichier de la police, l'inspecteur sort les photos de tous les balafrés. Il les montre aux amis de Paulette. Pas de doute. Ils reconnaissent sur l'une d'elles le visage d'Yves Gamenet, repris de justice et déserteur, 6 fois évadé. Titi, celui qui accompagnait Yves le fameux samedi, et ne faisait pas partie de la bande, on ne l'a pas revu non plus. L'inspecteur le retrouve, c'est un garçon de café qui travaille à Montparnasse. Il n'était pas revenu sur les bords de la Marne, voilà tout. Et il semble ignorer ce qui est arrivé à Paulette. Alors sans se méfier, il trahit son ami. Bien sûr, je le connais, Yves. C'est un client. Nous sortons souvent ensemble. Bon, il y a quelques jours qu'on ne s'est pas vus, mais il doit être mouffetard. Il a une amie, là, chez qui il habite de temps en temps. L'inspecteur interroge immédiatement la locataire, Madame N, rue Mouffetard. En janvier dernier, il sortait de prison. Vous voulez dire qu'il s'était évadé ? Ça, je n'en savais rien. Bref, en prison, il avait connu un ami à moi, déserteur lui aussi. Alors il est venu me donner de ses nouvelles. Et puis il m'a invité à dîner, il est resté à la maison. On n'était pas là tous les jours. Dimanche matin, il est rentré à l'aube, très fatigué. Et puis hier, après avoir lu le journal, il a fait sa valise et il est parti sans rien dire. Un télégramme signale la fuite d'Yves Gamenet, mais il n'est pas transmis immédiatement par Interpol. Ce sont les vacances de Pâques. Chacun prend son temps. Et Yves, lui, passe tranquillement la frontière belge à bord d'une 403 grise volée. Pourquoi la frontière belge ? Eh bien parce que sa mère est belge et que toute sa famille vit en Belgique. Désemparé, traqué, Yves rentre au Bercail. Il passe à Charleroi, à Namur, où il a des parents. Il déjeune à Liège, dans un restaurant près de la gare, où il est reconnu. Il gagne Gemep-sur-Meuse, où il espère trouver refuge chez son parrain, M. Pickman, rue du Pont. Oui. Il est arrivé à la maison vers 15 heures. J'avais appris par les journaux le crime. Et à mon attitude, il a dû comprendre. Il n'a pas insisté. Il est reparti. Remarquez, je lui ai parlé de rien, hein. Tout ça, ça me concerne pas, bien sûr. Même dans sa famille, Yves Gamenet est un homme seul. Il passe, il s'assoit, on lui offre un verre. Personne ne le retient. Et quand il s'en va, c'est un soulagement. Alors il prend peur. Il abandonne sa voiture, la 403 grise volée. La police la retrouve pleine de fausses cartes grises, d'une série de clés de contact, d'une trousse de cambrioleurs. Il vole une autre voiture, fonce vers la mer. À Ostende, peut-être pourra-t-il s'embarquer. Mais il doit prendre de l'essence sur la route. Et le pompiste le reconnaît. Alors il revient à Bruxelles. Dans une grande ville, on peut mieux se cacher. Si seulement il n'avait pas cette balafre sur la joue qu'il signale même à ceux qui ne le reconnaîtraient pas sans elle. Décidément non. La Belgique est un trop petit pays, une souricière. Il décide de revenir en France et de là, de s'exiler en Amérique. Il repasse par Liège, s'arrête pour manger un morceau. Au moment de repartir, il s'aperçoit que son auto est encadrée d'autres voitures, que des gens rôdent autour, des policiers en civil. Il s'éloigne à pied, fait de l'autostop, trouve un camion, réussit à passer la frontière, mais à peine arrivé en France, se fait prendre. Je vous ai dit comment ?
au début de mon récit. Yves le Balafré niera toujours avoir tué Paulette. Il prétendra, après avoir flirté avec elle en voiture, l'avoir déposée à un arrêt d'autobus. On ne trouvera jamais aucune preuve contre lui. Mais son passé l'accable. En 5 ans, il a passé 43 mois en prison, 3 ans et demi. Il s'est évadé 6 fois. Depuis son adolescence, depuis qu'il a été abandonné par ses parents à 16 ans, il a commis délit sur délit. Cambriolage, vol à main armée, désertion. À 21 ans pourtant, il a voulu se marier et vivre normalement. Le directeur de la maison de redressement où il avait séjourné lui a adressé ses vœux de bonheur. Tu seras bon époux et bon père de famille. Tu as maintenant de grosses responsabilités, il faut t'en montrer digne. Je souhaite que tu trouves rapidement du travail pour ne pas rester à la charge de ta famille. On n'écrit pas ainsi à un tueur. Alors que s'est-il passé? Yves le Balafré est-il innocent du meurtre de Paulette? Avait-il un revolver sur lui? Au début du procès, personne ne déclare avoir vu de revolver, à moins que quelqu'un l'ait vu et convaincu de l'innocence de Gamonnet et préféré ne pas le dire. C'est probablement la vérité. Imaginons ce qui a pu se passer. Oui, Yves le Balafré a un revolver dans sa poche, un revolver neuf. Il le montre à son ami Titi. Le revolver n'est pas chargé. Mais Titi, qui n'est pas expert en la matière, en manipulant l'arme, introduit sans s'en rendre compte une balle dans la culasse. Suivez-moi bien. Pour le Balafré, l'arme n'est toujours pas chargée. Quand Titi la lui rend et qu'il l'empoche à nouveau, le Balafré en est absolument sûr. En raccompagnant Paulette, il s'arrête dans un coin tranquille au bord de l'eau. Un lieu romantique à souhait. Il commence à flirter avec elle. Celle-ci refuse d'aller trop loin. Non que le bel Yves ne lui plaise pas assez, mais tandis qu'il l'embrasse, elle ne peut s'empêcher de penser à d'autres baisers, des baisers plus sincères, ceux échangés hier encore avec l'homme qu'elle aime toujours, celui qui l'a abandonné, Gaston. Yves le Balafré insiste. Il espère obtenir de Paulette ce qu'il désire. Celle-ci refuse d'abord furtivement pour qu'il la laisse tranquille, la ramène chez elle, puis fermement. Alors le Balafré, habitué à se servir d'un revolver pour obtenir ce qu'il veut, d'ordinaire de l'argent, sort son arme. Son arme qui, je le rappelle, pour lui n'est pas chargée. Et jeu dangereux. Mais peut-être jeu tout de même. Il menace Paulette. Le coup part. C'est le drame. Bien sûr, ensuite, Yves Gamonnet s'est affolé. Il a jeté le corps de Paulette dans la Marne, il s'est enfui. Il sait que la police le traque. Il doit de toute façon à la société 15 ans de prison pour ses fautes passées. Mais un meurtre, non. Ce meurtre n'est qu'un horrible accident. Alors, quand Yves le Balafré entend le verdict du tribunal, travaux forcés à perpétuité, il ne peut s'empêcher de crier « Monsieur le Président! Monsieur le Président! C'est pas juste. » Yves Gamonnet aura sa chance, pourtant. Après 2 ans passés à Fresnes, où sa conduite est irréprochable, il est transféré dans une prison modèle près de Mulhouse où se prépare la réinsertion des condamnés dans la vie. Après 6 mois d'isolement, il pourra travailler d'abord seul dans sa cellule, puis avec d'autres détenus. Il aura droit à la radio, puis aux soirées de télé et de cinéma. Il fera du sport. Enfin, après avoir été mis ainsi à l'épreuve, si son comportement est bon, les éducateurs obtiendront pour lui un régime de semi-liberté. Il travaillera en ville et ne rentrera en prison que le soir. Et puis, le jeu des grâces intervenant, un jour peut-être, il retrouvera la liberté totale. Hélas, après 4 ans passés ainsi entre l'épreuve et l'espoir, le 8 avril 1960, un coup de feu retentit à l'intérieur de la centrale, un coup de feu tiré par un gardien. Yves Gamonnet a fabriqué une corde avec des draps. Il est sorti par une fenêtre, a lâché la corde, s'est rattrapé au vol à une gouttière, a réussi à sauter dans la rue. Il est libre. Libre? Oh, pas longtemps. Car tout le pays le connaît, reconnaît la balafre sur sa joue, le traque, aide les gardiens à le rattraper, à s'emparer de lui à nouveau.
pour la 7e fois, Yves le Balafré s'était évadé. Pourquoi? Pourquoi, puisque tout semblait devoir s'arranger pour lui? Alors, Yves le Balafré était-il vraiment coupable du meurtre de Paulette? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ce dossier est extravagant. On y trouve dans le désordre une alliance, 2 paquets de chewing-gum, un divan, 2 belles-mères, un petit garçon, 2 chats, un lapin et 3 vieilles dames. On y trouve aussi 2 cadavres, un attorney général, un chef de la police, 2 médecins, des monceaux d'articles de presse, des monticules de rapports d'expertise et bien sûr, un coupable. Un drôle de coupable qui a résisté 2 ans à tous les soupçons et nargué la police avant de se faire prendre à nouveau en flagrant délit d'assassinat par une concierge. Oui, un drôle de coupable, silencieux, qui fit parler beaucoup des autres, mais pas de lui. Écoutez bien, voici l'étonnante histoire du baiser mortel au chewing-gum à la menthe. Cumberland, petite ville sur le Potomac en Virginie, le 31 décembre 1910. En dehors du fait que le 1er janvier 1911 n'est pas loin et que tous les habitants s'apprêtent à le fêter dignement, il y a autre chose. Demain, en même temps que la nouvelle année, Charles Édouard Twigg, 33 ans, cultivateur de fruits, épousera Grace Elozer, 28 ans, bourgeoise de son état. Chacun d'eux sait ce que c'est que le mariage, car chacun d'eux a déjà été marié et divorcé. Pour simplifier les choses dans ce dossier bizarre, nous allons, si vous le voulez bien, examiner une par une les pièces du dossier. Je vous disais tout à l'heure que la première est une alliance. C'est le déclenchement de toute l'affaire. Examinons cet objet de près. C'est une alliance destinée à une femme. Pour l'heure, il est environ 13 heures, et l'alliance se trouve dans la poche du veston de Charles Édouard Twigg. Charles, lui, est devant la porte de Grace Elozer, sa fiancée, et il sonne. Sa future belle-mère, en lui ouvrant la porte, fait la grimace. « Charles, enfin Charles, un futur époux ne vient pas la veille du mariage. Grace est en plein préparatif, elle essaye sa robe. La maison est sans dessus-dessous. Mais je ne sais plus où donner de la tête. Oh, vous n'auriez pas dû venir. » Je vous rappelle en sourdine que Charles est un paysan et qu'il entre dans une famille bourgeoise américaine. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Excusez-moi, mais c'est pour l'alliance. Je voulais être sûr qu'elle soit à sa taille. Trop grand, ça se perd. Trop petit, c'est embêtant. Charles est inaccessible apparemment aux angoisses des préparatifs d'un mariage selon les règles de la bonne société. Il veut simplement savoir si l'anneau est à la bonne taille. Il entre, sans tenir compte de l'amour réprobatif de la belle-mère et de la sœur cadette de sa fiancée. Grace l'accueille avec le sourire, l'entraîne dans le salon, s'exclame devant l'alliance, l'essaie, embrasse son époux de 2 mains et ferme la porte avec ostentation.
En clair, cela veut dire pour la famille, laissez-nous tranquilles un moment, nous avons de tendres choses à nous dire. C'est là qu'apparaît la deuxième pièce de notre dossier, le divan. Un beau divan de velours profond et confortable, près du poêle, bien au chaud. Nous sommes sur les lieux du crime. Plus exactement, ce sont les futures victimes qui s'y installent en toute quiétude. Deux fiancés pelotonnés sur un divan, quoi de plus classique. Ce qui s'y passe ne regarde personne et personne n'en saura rien précisément, mais peu importe. 1 heure passe. Il est donc 14 heures. La fiancée quitte un moment le salon pour téléphoner à son coiffeur. Toute la famille la voit pendant 5 minutes, gaie, fraîche, rose, légèrement surexcitée. Une fiancée normale en quelque sorte. Puis Grace disparaît à nouveau dans le salon et referme la porte. C'est entre 14h05 et 14h40, soit 35 minutes, que la mort va frapper. Or, personne n'entre dans cette pièce. Il n'y a dans le salon que 2 fiancés sur un divan à la veille de leur mariage. C'est là que la belle-mère entre en scène. La mère de Grace sera pour nous le premier témoin, estimant que sa fille a suffisamment roucoulé, que la couturière a suffisamment attendu, elle tambourine à la porte du salon. Silence. Elle insiste et annonce clairement derrière la porte « C'est moi, j'entre !» Grace et Charles, apparemment, ne tiennent aucun compte de cette irruption. Tendrement enlacés sur le divan, ils s'embrassent avec obstination. Une obstination gênante qui fait que la belle-mère, au bout d'une longue minute, se croit autorisée à secouer vertement sa fille par l'épaule pour la ramener à un minimum de pudeur. Ce qui se passe alors ressemble à un cauchemar. Avec une lenteur insupportable, les bras de la jeune fille se détachent du cou de son fiancé, son visage s'incline vers l'arrière. De son côté, Charles fait la même chose, et d'un coup, les 2 corps se renversent sur le divan. La belle-mère hurle de saisissement. Les 2 visages sont identiquement souriants, les yeux fixes, les traits détendus. Morts. Ils sont morts tous les 2. Inexplicablement morts. Et morts heureux, selon toute apparence, dans un baiser. Aucun désordre dans la pièce, pas de courant d'air suspect, les fenêtres sont fermées, personne n'a pu entrer ou sortir. C'est le mystère de la chambre jaune. Il faut à la belle-mère un certain temps pour ameuter le reste de la famille, et ce n'est qu'1 heure plus tard, quand tout le monde est bien convaincu qu'il n'y a plus rien à faire, que Charles et Grace sont bien morts, qu'arrive le premier médecin. Ce premier médecin fait une constatation importante. Il découvre que les 2 fiancés sont morts pendant qu'ils s'embrassaient. Et il ajoute à cette constatation une remarque qui va déterminer la première phase de l'enquête. Charles mâchait du chewing-gum à la menthe. Il n'est pas interdit d'embrasser sa fiancée en mâchant du chewing-gum. Bon. En ce qui concerne la cause de la double mort, le médecin est perplexe. Je suppose qu'ils ont absorbé un liquide ou une nourriture qui contenait un poison, probablement de l'acide cyanhydrique. Ce poison est extrêmement rapide et il provoque la paralysie des centres respiratoires. Le médecin conseille donc d'appeler la police et demande une autopsie des 2 corps. Le chef de la police arrive sur les lieux 1 demi-heure plus tard, fait une rapide enquête dans le salon et ne trouve aucune trace de nourriture ou de liquide quelconque, aucun verre, aucune bouteille ayant pu contenir, sous une forme ou sous une autre, un poison. Mais lui aussi trouve bizarre la présence de chewing-gum dans la bouche de Charles et il formule ainsi sa première théorie. Il est possible que l'un ou l'autre des fiancés ait utilisé ce moyen pour réaliser un double suicide. Autrement dit, l'un des 2 a acheté du chewing-gum, a incorporé un poison à ce chewing-gum, l'a mâché et ensuite embrassé l'autre pour faire passer le poison en quelque sorte d'une bouche à l'autre. Je vous assure que je n'invente rien. L'enquête va réellement partir sur cette audacieuse supposition, d'autant plus que le chef de la police va faire une autre découverte, 2 même. Il y avait dans la poche du veston de Charles, outre l'anneau nuptial, un paquet de chewing-gum à la menthe. 9. Et il n'y manquait qu'une tablette.
Il y avait aussi dans le sac de Grace un paquet de chewing-gum à la menthe, mais intact. Ce chewing-gum étant la seule chose que les fiancés aient pu absorber pendant leur tête-à-tête, il fallait donc attendre les résultats de l'autopsie et de l'analyse chimique de la salive, notamment, pour obtenir une certitude. Dès le lendemain, les résultats de l'autopsie semblent bien apporter cette certitude. Traces de poison dans l'estomac des deux victimes, beaucoup plus chez l'homme que chez la femme d'ailleurs. Le médecin légiste émet toutefois quelques doutes sur la théorie du chewing-gum empoisonné, mâché par l'un ou l'autre des fiancés. Il estime en effet que le premier serait mort avant d'avoir pu embrasser le second. Et l'on envisage alors la possibilité d'un crime. Quelqu'un a mis volontairement le poison dans le chewing-gum ou ailleurs, quelqu'un qui avait intérêt à ce que le mariage n'ait pas lieu. Le 3 janvier 1911, la famille Twing assiste à l'enterrement de Charles dans son village et la famille Eleuser à celui de Grace dans sa ville. Cette double cérémonie qui a lieu le même jour, à la même heure, se déroule cependant en deux endroits différents et c'est la première manifestation du climat de soupçon qui s'est installé entre les deux familles. Chacune d'elles est persuadée que l'assassin se trouve en face. On parle de l'ex-mari de Grace ou de sa sœur cadette. On suggère que le père de Charles était contre ce mariage. Ou plus simplement, c'est Charles qui a tué Grace, ou Grace qui a tué Charles. Le lendemain de l'enterrement, les journaux parlent de guerre de clans. La police perquisitionne de la cave au grenier dans les deux maisons. Et c'est à ce moment que surgit le témoin surprise, le grand accusateur. Il a 8 ans. Il est curieux. Il habite juste en face de chez la fiancée, et il déclare tout net à son papa « J'ai vu le monsieur et la dame qui sont morts en regardant par la fenêtre du salon. » C'est une aubaine pour le chef de la police qui enfin va pouvoir interroger quelqu'un qui sait quelque chose. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Nous retrouvons donc face à face le chef de la police et Tim, un petit garçon de 8 ans, qui dit avoir tout vu en regardant par la fenêtre. La première question du policier est destinée à authentifier, si possible, le témoignage de l'enfant. Mais enfin, pourquoi regardais-tu par la fenêtre du salon ? Parce que je voulais voir comment ils s'embrassaient. La franchise de cette première réponse pourrait prouver que le petit garçon ne ment pas, d'autant plus qu'il ajoute « J'ai vu sortir la sœur de Grace, elle allait dans le jardin, et puis je me suis caché pour qu'elle ne me voie pas. » Vérification faite, ce détail est exact, et la suite des révélations de Tim va consolider les soupçons et même les diriger nettement sur la famille de la fiancée. Voici en substance ce qu'a vu le petit témoin curieux. Grace et Charles s'embrassaient donc sur le divan, et ils tenaient chacun un verre à la main. Près d'eux, sur le parquet, il y avait une bouteille verte. Le médecin est arrivé le premier, il a pris les verres, il a enlevé la bouteille. Mais ce médecin n'était pas celui qui a fait les constatations officielles. Le chef de la police croit dur comme fer à cette version, alors que l'attorney général n'en croit pas un mot. Mais il est quand même décidé à mettre face à face le médecin désigné par le petit garçon, un médecin du quartier, et son accusateur. Officiellement, le deuxième docteur a d'ailleurs été appelé en consultation par le premier, beaucoup plus tard, le jour du crime. Bien évidemment, il réfute totalement le témoignage de Tim et se fâche même tout rouge quand le gamin affirme « J'ai vu le docteur mettre la bouteille dans sa poche ». À ce stade de l'enquête, et si l'on pense que Tim a dit la vérité, il pourrait s'agir d'un crime décidé en famille avec la complicité d'un médecin. Malheureusement, toutes les perquisitions, pourtant minutieuses, effectuées au domicile de Grace et Eleuser n'ont apporté aucune preuve tangible. Et l'instruction piétine lamentablement dans une atmosphère de scandale qui dépasse bientôt le cadre de la petite ville de Cumberland, franchit les limites de l'État de Virginie et s'étale en première page de la grande presse américaine sous le titre évocateur « Qui a empoisonné le chewing-gum du fiancé ?» Quelques mois passent avant que les experts toxicologues apportent à l'affaire des éléments nouveaux et pour le moins bizarres. J'ai nommé 2 chats et un lapin. En effet, une idée simple a germé dans l'esprit des spécialistes. Y aurait-il, dans cette maison, une émanation toxique, gaz carbonique par exemple, qui aurait pu provoquer la mort simultanée des 2 fiancés? Pour concrétiser cette idée,
On installe un chat sur le divan du salon. On ferme toutes les portes et toutes les fenêtres. On attend anxieusement pendant 35 minutes. On entre et, oh, surprise, le petit chat est mort. C'est méchant, c'est troublant, mais l'attorney général décide que ce n'est pas suffisant. On prend donc un deuxième chat, on recommence et il n'y a plus de surprise. Le deuxième petit chat est aussi mort que le premier. Bah oui, mort, mais de quoi? Autopsie et contre-autopsie, experts et contre-experts n'arrivent pas à déterminer la nature de l'émanation toxique. Et de toute façon, il y a contradiction entre les résultats de l'autopsie pratiquée sur les deux fiancés et celle pratiquée sur les deux chats. Je vous rappelle que nous ne sommes qu'en 1911. Les humains étaient morts par absorption d'un poison dont on retrouvait les traces au niveau gastrique. Quant aux animaux, ils étaient morts d'asphyxie, ce qui n'est pas du tout la même chose. De là à penser que cette expérience avait été en quelque sorte guidée par la famille Elozer pour faire taire les accusations qui pesaient sur elle, il n'y avait qu'un pas allègrement franchi par l'opinion publique. C'est ainsi qu'on pouvait lire, dans le New York Times, « Le mystère de Cumberland reste entier et risque de devenir l'un des cas les plus célèbres des annales judiciaires. » Un an avait passé depuis la mort bizarre des deux fiancés, et l'attorney général décida d'imposer une nouvelle expérience destinée à mettre tout le monde d'accord. Le sujet de cette expérience, pour changer un peu, fut cette fois un lapin. Il s'agissait de déterminer si, oui ou non, le poison absorbé était du genre acide cyanhydrique. Je vous rappelle que l'estomac de Grace et celui de Charles contenaient des traces de cet acide. Pour faire absorber du cyanure à un lapin, le plus simple, c'est encore de le dissimuler adroitement à l'intérieur d'une carotte. Encore faut-il obliger le lapin en question à grignoter la dite carotte. À ce sujet, il est précisé dans le rapport d'expertise qu'il fallut administrer de force la carotte empoisonnée au lapin qui s'en méfiait ouvertement. Mais c'est tout de même ainsi que l'on put constater que les symptômes de cet assassinat expérimental étaient complètement différents de ceux relevés chez les deux fiancés et les deux chats. Une certitude était enfin acquise, le poison n'avait pas été avalé. Cette certitude amenait d'ailleurs un nouveau point d'interrogation. Pourquoi y avait-il de l'acide cyanhydrique dans l'estomac de Charles et dans celui de Grace? Eh bien, voici l'explication. Il y a dans la salive humaine de légères traces de ce fameux acide cyanhydrique. Et le simple fait de mastiquer du chewing-gum active la production de la salive qui passe donc en quantité importante dans l'estomac. Cela dit, on n'en meurt pas. Donc, l'estomac de Charles, qui avait mâché du chewing-gum, contenait plus de traces d'acide que celui de Grace. D'autre part, il était possible que le fiancé ait absorbé dans la matinée quelques friandises de saison, des amandes amères par exemple, qui, tout le monde le sait, contiennent de l'acide cyanhydrique à faible dose. L'ultime autopsie des deux cadavres fut exécutée enfin par le docteur Lynch, chimiste et directeur du ministère de la Santé à Washington, dont le rapport fut bref, tout entier contenu dans un télégramme adressé à l'attorney général de Cumberland en ces termes. Analyse Twing et Elozer. Prouve présence gaz, stop. Double mort provoquée indubitablement par intoxication gaz. C'était net, clair et précis. Bien fait pour calmer les esprits, quand un témoin de la dernière heure se présenta à la police et remit tout en question une nouvelle fois. Mrs. Suzanne Grommet, vieille demoiselle, de son état locataire du second étage de la maison des Elozer, déclara avoir vu la chose suivante. Ils étaient assis sur le divan du salon. Je passais devant la fenêtre par hasard, et il y en a un qui a tendu un bol à l'autre. Ah, je ne sais pas lequel, mais j'en suis sûr. Je suis remonté chez moi à l'étage, et peu après, j'ai entendu la belle-mère hurler « Mais pour l'amour du ciel, que s'est-il passé ici ?» Ensuite, une autre voix de femme a crié « Quelle horreur ! Surtout, ne dites rien à personne !» Ce témoignage qui faisait rebondir l'enquête sur l'hypothèse d'un crime ou d'un suicide suivi d'un crime, était bien tardif. Il fit cependant suffisamment d'effet
pour faire rejaillir les accusations mutuelles des deux familles et provoquer notamment le départ de la famille Elozer, qui jugea préférable d'aller vivre ailleurs qu'à Cumberland en attendant la décision des autorités judiciaires. C'est ainsi que nous arrivons au mois de février 1913. Un rude hiver à Cumberland, et c'est ainsi que l'on découvre enfin le coupable. Nous retrouvons la maison du crime nouvellement occupée par deux vieilles dames. Deux vieilles demoiselles, Miss Eleanor et Miss Rosa. Elles occupent le rez-de-chaussée et au premier étage, solide au poste, Mrs. Susan Grummet, la dernière accusatrice en date, est toujours là. Il se trouve que Mrs. Grummet adore raconter en l'enrichissant de détails et de suppositions la mort des deux fiancés. Elle a bien entendu trouvé chez les deux nouvelles locataires un auditoire idéal. En cette soirée de février 1913, à l'heure du thé, Mrs. Grummet s'ennuie chez elle. Elle décide d'aller rendre une petite visite à ses voisines du rez-de-chaussée. Elle frappe à la porte, frappe à nouveau, s'impatiente, tambourine, et finalement s'affole. Dieu merci d'ailleurs. Ayant ameuté le voisinage, elle réussit à convaincre un volontaire qui enfonce la porte, et elle se précipite la première à l'intérieur de la maison, persuadée qu'un nouveau drame s'est déroulé dans le salon. Il faut dire que pour l'instant, elle n'a pas tort, car le spectacle n'est pas réjouissant. Miss Eleanor est assise dans un fauteuil, les yeux fermés. Elle ne tient plus à la main qu'une petite cuillère. La tasse à thé qui lui a échappé s'est brisée sur le parquet. Quant à Miss Rosa, son état n'est pas meilleur. Son fauteuil à bascule s'est renversé en même temps qu'elle. Elle est inanimée, morte peut-être. Et Mrs. Susan Grummet de s'écrier bien fort « J'avais raison! J'avais raison! L'assassin est revenu! Mais il faut faire quelque chose !» Fort heureusement, le médecin, accouru d'urgence, un nouveau lui aussi, réagit bien différemment. Il se précipite vers les fenêtres, vers les portes, ouvre tout en grand, fait transporter les deux vieilles demoiselles à l'extérieur, et un quart d'heure plus tard, elle raconte. Bon, c'est simple. Le coupable, si vous ne l'avez pas encore deviné, je vous le présente, c'est le poêle. Un poêle moderne. Un poêle qui fonctionne au gaz. Un poêle dissimulé dans la cheminée pour faire plus joli. Et pour faire encore plus joli, on avait installé 2 dalles devant la cheminée. L'examen minutieux de l'une de ces dalles fit apparaître une légère fissure par laquelle, lentement, mais sûrement, s'infiltrait le gaz carbonique en provenance du poêle dont le tirage était défectueux. Bien entendu, la plupart des émanations toxiques, dues à ce mauvais tirage, disparaissaient sans inconvénient par le conduit de la cheminée. Mais la petite fissure laissait échapper un mince filet de gaz, toujours au même endroit, toujours dans la même direction, toujours au même niveau. Il suffisait pour en mourir de s'installer exactement à 1,20 m de la fissure, à une hauteur de 80 cm environ, et de fermer porte et fenêtre. Quiconque s'installait 10 cm plus loin ou plus haut échappait de justesse à une mort rapide, indolore et sans saveur. Par une extraordinaire coïncidence, ce jour-là, les 2 nouvelles locataires s'étaient placées exactement au même endroit que les 2 fiancés 2 ans auparavant. Il faut reconnaître qu'elles n'ont dû leur salut qu'à la rapidité d'intervention de Mrs. Grummet, qui finalement avait bien raison. L'assassin était toujours là. Mais ce que j'ai trouvé personnellement de plus étonnant dans ce dossier, c'est l'attitude des 2 familles, celle des futurs époux morts accidentellement la veille de leur mariage. À aucun moment, le père ou la mère ou le frère ou la sœur de Charles et de Grace n'ont pensé à l'accident. Ces 2 familles, unies le 31 décembre 1910, se sont immédiatement soupçonnées des pires forfaits le 1er janvier 1911. Ce qui est désolant, voyez-vous, c'est que le cas n'est pas rare. Et il n'est pas rare aussi le faux témoignage, qu'il vienne d'un enfant qui veut se rendre intéressant ou d'une vieille demoiselle qui s'ennuie. Finalement, même sans crime et même sans assassin, le monde est bien vilain.
venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.